Histoire commence avec le protagoniste qui n'a pas envie de conduire ce soir, il allait rentrer chez lui, prendre une douche et aller se coucher. Mais soudain, une belle fille a sauté sur la route, mais elle tenait un couteau. Elle est montée dans sa voiture, mais le protagoniste s'est indigné en disant qu'elle aurait dû attendre et monter dans sa voiture. Mais elle a commencé à le menacer et lui a dit d'aller à Zonguo immédiatement. Il a eu peur d'elle et l'a remercié de l'avoir choisi. Au bout d'un moment, elle a commencé à lui demander son téléphone, mais le protagoniste a dit qu'il avait un vieux inutile. Elle était furieuse contre lui et a dit qu'elle s'en fichait et qu'elle avait besoin. Elle a pris son téléphone et a appelé la police. Elle a dit qu'elle s'appelait Mei et qu'elle était étudiante à l'école Zijin et a signalé que son ami avait été kidnappé. Le protagoniste lui a dit, est-ce qu'elle l'a menacé juste pour se rendre à Zonguo? Mei a répondu qu'il était prêt à le dédommager pour ce soir, demain après l'école. Elle lui a dit que sa petite sœur avait été kidnappée, mais qu'elle avait réussi à lui envoyer un signal de détresse avant que les kidnappeurs ne le voient. Le protagoniste a dit que sauver les gens était une bonne chose et aider les belles filles est la base du bonheur. Après un moment, ils sont sortis de la voiture parce que Mei se sentait mal. Elle a dit qu'elle n'avait pas le temps, qu'elle devait partir et lui a demandé de ne pas oublier de venir à son école demain. Le protagoniste a trouvé cela étrange et s'est demandé si elle y. Soudain, une fille blonde s'est approchée de lui et lui a demandé s'il voulait s'amuser. Mais il a répondu que. Elle lui a suggéré de revenir demain et qu'il pourrait facilement la retrouver. À ce moment-là, Mei est entrée dans un vieux bâtiment et a trouvé sa petite sœur appelée Vivi. Elle a couru vers elle et a voulu la libérer, mais à ce moment-là, des hommes sont sortis et ont dit qu'il était très stupide de venir ici seul. Mei est restée dans le bâtiment et n'allait pas abandonner, les hommes se sont moqués d'elle car elle n'avait aucune chance. Mais un homme étrange s'est approché d'elle, elles ont simplement demandé qui c'était. Un couteau dans les mains et il leur a dit qu'il était le chauffeur de cette fille et qu'elle avait oublié ses affaires dans sa voiture et qu'il était venu les. Mais s'est exclamé sur la raison de sa venue, car elle n'est pas en sécurité ici. Le chef de gang a dit à ses hommes de tuer ce chauffeur. Les gangsters voulaient le frapper avec un tuyau de fer, mais au dernier moment, le protagoniste a disparu, les hommes n'ont pas compris où il avait disparu. Il était sur la boîte en fer, ils ont essayé de le frapper à nouveau, mais il a facilement esquivé un autre coup. Le chef du gang a demandé pourquoi il s'était mis en travers de leur chemin, il a répondu qu'il n'était qu'un simple chauffeur et qu'il était venu rendre l'objet d'un client. Mei s'est demandé comment il osait plaisanter dans une telle situation. Les bandits ont alors décidé de l'attaquer tous en même temps, mais le protagoniste n'a eu aucun mal à les maîtriser et en quelques minutes, tous les bandits étaient inconscients. Mei l'a admiré et s'est demandé s'il n'était vraiment qu'un simple chauffeur de taxi. Mais il s'est avéré que l'un des bandits faisait semblant, il a pris une arme et a pris Mei en otage. Les bandits ne pouvaient pas tuer Mei, car ils avaient besoin d'elle et de sa petite sœur en vie. Il a commencé à tirer sur le protagoniste, mais au dernier moment, il lui a lancé un couteau et lui a transpercé le bras. Il y avait une ventouse à côté de lui, il a donné un coup de pied et a frappé le bandit au visage. Mei ne comprenait pas qui pouvait faire une chose pareille parce que le protagoniste se comportait comme un chevalier descendant du ciel sur un dragon. Soudain, une équipe du SWAT a fait irruption et a rassemblé toutes les personnes présentes, y compris le protagoniste. L'équipe du SWAT a déclaré que les otages avaient été sauvés avec succès et que plusieurs suspects avaient été arrêtés. Les parents de Mei et de Vivi sont arrivés, ils étaient incroyablement heureux que leur fille soit cette sauve. L'officier du SWAT a ordonné d'attacher tous les suspects, mais le protagoniste s'est exclamé qu'il y avait eu une erreur et s'est qualifié de citoyen modèle qui rend la justice, mais l'officier du SWAT ne l'a pas cru, il a ordonné d'enquêter sur l'affaire. Mais le capitaine est venu les voir et leur a dit que ce n'était pas nécessaire, comprenez pas ce. Le capitaine a dit qu'il s'occuperait personnellement de cet homme. L'équipe du SWAT savait que leur capitaine était connu, alors ils ont parié un paquet de cigarettes que le protagoniste ne tiendrait pas 3 minutes. Mais soudain, le capitaine s'est approché du protagoniste, l'a appelé patron, lui a tendu une cigarette et lui a demandé ce qu'il faisait ici. Protagoniste lui répond qu'il ne fait que se dégourdir les muscles. Il enlève ses menottes et dit au capitaine qu'il devrait apprendre à être vigilant, alors et prudent. Le capitaine se sent gêné et répond qu'il a déjà appris à faire cela. Le protagoniste lui demande de ne plus l'appeler patron car il est désormais un chauffeur de taxi régulier. Le protagoniste a été transféré à Zijin, il s'est promis de bien travailler au lycée, d'aller à l'université pour obtenir une licence.
Le lendemain, le professeur a présenté un nouvel élève à toute la classe, il a dit qu'il serait désormais dans leur classe et lui a demandé de se présenter. Mais le protagoniste a dit qu'il s'appelait Feng, mais le professeur demandait tous ceux. Camarades de classe qui l'ont vu sont immédiatement tombées amoureuses. Mei et Vivi n'en revenaient pas car c'était lui qui les avait sauvés. Les camarades de classe voulaient se moquer de lui car ils pensaient que Feng était très arrogant. Il a planté son pied, tomba le visage contre le sol. Mais à ce moment-là, Feng lui marcha sur le pied, le brisant presque, le camarade de classe souffle. Feng s'assit à son bureau et le camarade de classe lui dit qu'il ferait mieux de ne pas s'en prendre à Liao, après que. Feng demanda, est-il vraiment si fort que ça, dit que Liao n'est pas particulièrement fort, mais que la Ligue Céleste derrière lui est étonnante, beaucoup de gens l'épée pour ne pas être touchés, ce sont les Yakuza de l'école. Feng s'excite et demande, s'ils collectent de l'argent, est-ce que cela signifie qu'ils sont riches? Pendant la récréation, 2 hooligans se sont approchés de lui et lui ont dit que tout le monde devait leur payer 2000 yuan pour leur protection, sinon ils seraient handicapés à vie. Tan s'est exclamé que les frais n'étaient que 2000 yuan, alors pourquoi ont-ils doublé le prix pour Feng? Il a dit que Feng lui avait marché sur le pied, qu'il devait donc payer les médicaments, et que la prochaine fois, il devrait se taire et ne pas trop parler. Mei et Vivi se sont approchés de Liao, et lui ont demandé quel genre de spectacle il venait de faire devant le petit nouveau. Liao a demandé depuis quand la princesse Mei elle-même se mêlait de leurs affaires. Les camarades de classe ont été surpris que Vivi et Mei prennent la défense du nouveau venu, après tout, leur famille est assez riche, alors pourquoi s'inquiète-t-elle autant pour Feng? À ce moment-là, Feng a traité Liao de stupide et lui a dit que la force résidait dans le savoir et qu'il s'en rendrait compte en lisant plus de livres. Il leur a dit de prendre exemple sur lui qui étudie dur pour devenir un étudiant de 3e cycle à l'université de Jiangnan. Liao et son ami se sont moqués de lui, ils lui ont dit s'il ne veut pas leur donner de l'argent, Ils se sont jetés sur lui en même temps, mais à ce moment-là, Feng les a frappés d'un seul coup de poing. Les camarades de classe n'en revenaient pas, le nouveau venu osait-il se battre contre la Ligue Céleste? Dit qu'il avait fait beaucoup d'efforts pour les éclairer et les enseigner, et qu'il devait donc le payer pour ses efforts. Il savait que dès qu'ils sortiraient de la salle de classe, ils couraient immédiatement vers leur patron comme des chiens. Feng s'est approché d'eux et leur a dit de transmettre un message à leur patron pour qu'ils viennent le voir après l'école pour payer sa défense. Feng a dit à Liao de s'assurer qu'il transmette ce message, sinon il les battrait sévèrement. Tout le monde était choqué que Feng exige un paiement pour avoir défendu la Ligue Céleste. Mei voulait prendre l'initiative, mais à un moment donné, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. À ce moment-là, le professeur est entré dans la classe et a dit que la cloche avait déjà sonné. Elle a dit qu'elle avait entendu dire qu'il y avait une nouvelle venue dans la classe, alors elle a décidé de la présenter à nouveau. Son nom est Jun et elle est le professeur d'anglais. Il a trouvé la leçon très ennuyeuse et après quelques minutes, il s'est endormi. Jun l'a vu dormir, elle s'est approchée de lui et a voulu le frapper sur le bras avec un magazine mais il a soudainement retiré sa main. Elle a essayé de lui pousser la tête, mais Feng a parfaitement esquivé sa main. Jun s'est exclamé qu'elle ne croyait pas qu'il. Vivi a dit que sa blague était allée trop loin et qu'elle n'était plus drôle. Jun a voulu lui donner un coup de pied mais a accidentellement heurté la chaise, c'est alors que Feng s'est réveillée. Elle était très en colère contre lui et lui a dit en anglais que la classe n'était pas un endroit pour dormir. Feng a commencé à lui parler en anglais, il s'est excusé et a dit que la nuit dernière il n'avait pas bien dormi et qu'en classe. Elle a dit que ce n'était pas la raison et que s'il s'endormait encore en classe, il s'envolerait par les fenêtres et écouterait la leçon à l'extérieur. Feng a demandé si elle avait dit qu'il irait à la maison de la veuve, Jun ne pouvait pas croire que Feng la taquinait. Après quelques minutes, elle a été surprise de constater que la prononciation de l'anglais de Feng était claire, voire meilleure que la sienne. Elle lui a dit qu'elle lui pardonnait cette fois-ci, mais que la prochaine fois, il devrait penser à gérer son temps plus sagement. Les camarades de classe ne pouvaient pas imaginer que Feng se révélerait meilleur que le professeur, beaucoup de camarades sont tombés amoureux de lui. Feng avait combattu à l'étranger pendant plusieurs années et l'anglais était devenu sa langue maternelle. Après quelques 30 minutes, le cours d'anglais s'est terminé et à ce moment-là, une foule de personnes de la Ligue Céleste. Tang a été très effrayé et a dit à Fang que la Ligue Céleste était très en colère contre lui et qu'il ne serait pas capable de les combattre et de les vaincre, et lui suggéra de s'enfuir de la classe. Mais il était trop tard,
le patron de la Ligue Céleste est entré dans la classe et a dit « Qui est Feng ici? Qui a osé le provoquer ?» Feng l'a vu et s'est mis à rire bruyamment, il a dit qu'il ne pensait pas que leur patron serait un nain. Le patron a souri méchamment et a dit qu'il avait fini. Feng leur a dit de laisser Tang partir en premier car il n'avait rien. Liao s'est exclamé que Tang était en train de l'aider et qu'il ne le laisserait pas partir si facilement. Le patron a dit qu'aucun homme ne les quitterait aujourd'hui et leur a demandé de sauter sur Feng et de lui faire lécher ses chaussures. Mais Feng a attrapé le patron par la gorge à une vitesse incroyable et lui a demandé s'il pouvait maintenant répéter ce qu'il venait de dire. Feng lui a tordu les bras et a dit à Tang de s'approcher et de frapper le patron, mais Tang est resté stupéfait et a eu très peur. Feng lui a demandé s'il voulait devenir un vrai homme, il devait aller jusqu'au bout, sinon il resterait un lâche inutile. Tang s'est souvenu que Wang l'avait malmené pendant des années et qu'il avait dû le supporter. Tang a crié qu'il voulait être un lâche et qu'il ne voulait pas être malmené toute sa vie parce qu'au fond de lui, il voulait être un vrai homme. Il a commencé à frapper le patron et a dit qu'il ne pouvait plus l'intimider. Tang a dit que si Feng devenait le patron, il serait heureux de le suivre. Mais à ce moment-là, Feng a dit que Tang venait de frapper leur patron et qu'il voulait se venger. Tang était stupéfait et n'arrivait pas à y croire. Feng a proposé de protéger Wang, mais il devait le payer ou il le jetterait par la fenêtre. Wang a répondu qu'il n'avait pas d'argent. Après un moment, Tang a apporté l'argent et Feng lui a dit de rendre l'argent à ses camarades de classe qui avaient payé pour sa protection. Wang a dit de le laisser partir car il avait reçu l'argent. Feng l'a attrapé par le cou et l'a emmené jusqu'à la fenêtre, dit qu'il ne le laisserait pas partir car il pourrait revenir pour se venger. Puis Feng l'a jeté par la fenêtre, il a dit qu'il espérait qu'il survivrait. À ce moment-là, tout le monde s'est précipité hors de la salle de classe, pensait que Wang était mort. Tang était très effrayé, il a demandé ce qu'il devait faire, parce que si Wang mourait, il serait en partie responsable. Feng lui a dit de se calmer, parce que Wang était maintenant couché dans la poubelle et qu'il était conscient. Et maintenant, après un tel incident personne ne rira. Après un moment, Feng est sorti et des hommes en costume noir l'attendaient, ils lui ont dit de monter lentement dans la voiture. Il y avait un homme dans la voiture, il lui a demandé s'il savait qui. Feng l'a reconnu parce que c'était le père de Vivi et qu'il s'appelait Guetian, un homme d'affaires célèbre et un philanthrope. Feng a pensé que Guetian voulait le remercier d'avoir sauvé sa fille et lui a dit qu'1 million de yuan suffit. Guetian lui a ri au nez et lui a dit qu'avant d'en parler, il voulait lui demander quelque chose. Il lui a demandé s'il suivait sa fille. Après tout, lorsque sa fille a été kidnappée, il n'était qu'un simple chauffeur de taxi et se trouvait par hasard dans les parages, mais aujourd'hui, il s'est transformé en lycéen. Feng a répondu que ce n'était qu'une coïncidence. Après tout, c'est peut-être le destin, car il ferait mieux de penser au fait qu'il pourrait devenir son gendre, et alors il n'aurait pas à le payer, et à l'avenir partagerait des dizaines de biens avec lui. Guetian a demandé avec colère, pense-t-il vraiment qu'il plaisante avec lui? Feng a répondu, pourquoi avouerait-il quelque chose qu'il n'a pas fait? A répondu qu'il allait appeler la police tout de suite. À ce moment-là, Feng a commencé à le frapper pour son insolence. Le chauffeur et les gardes de sécurité ont été distraits par eux et à ce moment-là, ils ont percuté le camion. Mais Feng a attrapé Guetian, l'a jeté par la fenêtre et ils ont survécu. Feng a dit qu'il n'y avait personne dans le camion, il a demandé à Guetian s'il pensait qu'il l'avait piégé. A répondu qu'il ne pouvait pas savoir qu'il l'attendait et qu'il ne pouvait pas avoir calculé qu'il prendrait cet itinéraire. Guetian a dit que quelqu'un voulait le tuer et ce depuis longtemps, il a supposé que ces personnes étaient liées à l'enlèvement de sa fille. Feng est parti et a dit qu'un homme bon est souvent incompris, c'est une chose courante pour lui. Guetian a ordonné de renforcer la sécurité de sa femme et de ses enfants, et d'enquêter immédiatement sur l'affaire et de trouver les coupables. Le soir, Feng s'est assis dans un restaurant de nuit, surpris de constater que les prix étaient très élevés. Une serveuse s'est approchée de lui et il a commandé des ramen avec des nouilles aux œufs, la serveuse a dit qu'elle apporterait la nourriture dans quelques minutes. Feng était pauvre, car l'argent de son travail suffisait à peine à payer ses frais de scolarité, et il ne restait presque plus d'argent pour la nourriture. En outre, il n'a pas pu trouver d'appartement convenable à louer pendant. À ce moment-là, des clients ont dit à la serveuse qu'il y avait une blague dans leur soupe et ont demandé une compensation, mais elle a dit que ce n'était pas possible et qu'elle s'en occuperait. Mais ils n'ont pas eu besoin d'arranger quoi que ce soit et l'ont pressé de payer 20 000 yuan de compensation.
C'était trop pour la serveuse, et l'homme l'a alors prise par le bras et lui a dit qu'elle pouvait payer autrement. Elle a eu très peur et a dit qu'elle allait appeler la police. Mais l'homme s'est mis en colère contre elle et lui a dit de se taire immédiatement. Ils étaient du clan du renard noir. L'homme a dit qu'il n'avait aucune raison de mentir et qu'elle n'osait pas les accuser de quoi que ce soit. Les visiteurs avaient peur d'eux car le clan du renard noir est considéré comme le chef du quartier. L'homme lui a dit de prouver qu'il n'y avait pas de cafard dans sa soupe, sinon elle devrait payer. Soudain, Feng a dit que c'était facile à prouver, qu'il suffisait de cracher ce qu'il venait de manger. L'homme a demandé, indigné, qui? Feng répondit qu'il proposait juste de vérifier si ce qu'il disait était vrai. Le bandit s'en fichait parce que Feng était sur son chemin et le traita d'enfant stupide. Mais soudain, Feng lui sauta dessus et le frappa dans l'estomac. Le coup rendit le bandit malade. Tout le monde fut choqué et resta stupéfait parce que personne ne s'était jamais comporté comme cela auparavant avec le clan du renard noir. L'ami du bandit prit une chaise et voulut défendre son ami. Mais Feng lui donna un coup de pied dans une bouteille en verre, il ne put tenir dessus et tomba face contre terre. Feng leur marcha sur la tête et leur dit de chercher le cafard dont il parlait. Après quelques minutes, Feng les laissa partir et ils dirent qu'ils reviendraient le voir pour se venger. La serveuse remercia mais elle ne savait pas comment le remercier. Feng a dit qu'il n'avait besoin de rien car les deux voyous l'avaient énervé dès le début. Mais elle lui a tendu l'argent et lui a dit qu'il n'avait pas à payer sa commande. Feng a voulu prendre son argent car il n'en avait pas sur lui, dit qu'il n'avait pas besoin de récompense pour ses bonnes actions. Il l'a remercié pour le repas et a dit qu'il devait chercher un appartement, sinon il dormirait dans la rue. Mais sur un poteau, il a vu une annonce pour quelqu'un qui proposait de louer un appartement. La serveuse a dit que c'était son annonce, elle lui a demandé s'il pouvait avoir son option. Quelques minutes plus tard, ils sont entrés dans son appartement et Feng a été très surpris. La serveuse a dit qu'il y avait deux filles qui vivaient ici avant, mais qu'elles avaient déménagé aujourd'hui. Feng a demandé à combien s'élevait le loyer de son appartement. Elle a dit qu'il ne pouvait pas payer aujourd'hui, mais que son mari était responsable du loyer, mais qu'il travaillait de nuit, donc il pourrait négocier le prix demain. La serveuse a oublié de se présenter et a dit qu'elle s'appelait Lana. Feng était fatigué toute la journée et a décidé d'aller dans la salle de bain pour prendre une douche. À ce moment-là, une voiture est arrivée à la maison et une fille en robe bleue est sortie de la voiture. Elle est entrée dans l'appartement où se trouvait Feng, elle revenait d'une fête décidée de prendre une douche car elle sentait la fumée de cigarette. Mais quand elle est entrée dans la douche, elle a vu Feng, il s'est avéré que c'était Jun, le professeur d'anglais. Après quelques minutes, Feng est sortie de la douche et a appelé Lana, elle s'est excusée auprès d'elle car elle pensait que deux filles avaient déménagé mais il s'agissait en fait d'une seule. Elle a dit qu'elle serait bientôt là pour s'excuser personnellement de la situation. Feng s'est excusé auprès de l'enseignant, dit qu'il n'avait pas apporté ses affaires, qu'il quitterait donc l'appartement, et a promis de ne dire à personne qu'il l'avait vu comme ça. L'enseignante lui a dit qu'il pouvait rester avec elle. Feng est allé vers elle et a commencé à la remercier de ne pas avoir quitté son visage. Elle a dit qu'il pouvait rester ici, mais qu'il de Estelle ne lui pardonnerait. Jun lui a dit qu'il devait participer à un concours national d'anglais qui aurait lieu dans un mois. Feng a été surpris parce qu'il pensait qu'il devrait lui masser les épaules tous les jours. Elle a dit qu'ils devaient éviter les soupçons et les regards suspicieux, et qu'ils devaient garder secret le fait qu'ils avaient une relation de professeur à élève. Feng a demandé comment il devait expliquer à tout le monde qu'ils vivaient dans le même appartement. Quelques minutes plus tard, Lana est entrée, Feng lui a menti et lui a dit que Jun avait un lien de parenté avec lui. Lana les a crus et leur a proposé de venir demain au café où elle travaille et de leur offrir un dîner gratuit. Ce soir-là, Wang est venu voir son frère et s'est plaint d'avoir été humilié aujourd'hui à l'école par un nouvel élève et un pauvre homme du nom de Tan et qu'il l'avait ensuite jeté à la poubelle. Son frère ne pouvait pas accepter que son frère soit traité de la sorte et lui a dit qu'il réglerait. Le lendemain, Mei a dit à Vivi qu'il devrait parler à Feng, mais Vivin n'était pas ses affaires et a dit à Mei d'y aller seule. Vivi s'est moquée d'elle et lui a demandé si elle aimait vraiment Feng, c'est peut-être pour cela qu'elle a peur de l'aborder. Mei a eu le courage de l'aborder, elle l'a invité à sa fête d'anniversaire. Feng a été surpris et a dit qu'il viendrait à ça. Elle a dit que son père aimerait aussi le voir Azal remercier personnellement. Après un certain temps, Liao est venu voir Feng et lui a dit que le principal l'appelait d'urgence dans son bureau.
Feng est entré et a vu Tang debout dans une pose ridicule et a demandé ce qu'il faisait ici. Il lui a donné le document de punition de l'école et lui a demandé d'écrire une lettre d'explication de 5000 mots et de s'excuser personnellement auprès de Wang pour l'avoir jeté à la poubelle. Feng a été surpris parce que le nom de famille du directeur était aussi Wang. Il a demandé si lui et cette brute étaient liés. Directeur a répondu que cela n'avait rien à voir avec cette affaire, mais que sans son oncle Gaiaxian, il aurait été expulsé de l'école pour avoir jeté un élève par la fenêtre hier, directement dans la poubelle. Feng s'est demandé si Gaiaxian avait dit au directeur qu'ils étaient apparentés, car il savait qu'il aurait des ennuis pour cette affaire. Au bout d'un moment, Feng et Tang sont sortis du bureau. Tang a dit que le principal et Wang étaient vraiment liés. Feng a remarqué qu'à chaque fois que Tang parlait de la famille Wang, il se mettait très en colère. Tang s'est exclamé qu'il détestait toute la famille, mais qu'il ne pouvait rien y faire puisqu'elle avait plus d'influence. Feng lui a demandé, s'il avait le choix entre la famille Wang et la famille Gaiaxian, qui choisirait-il? Tang répondit que bien sûr il choisirait la famille Gaiaxian. Il lui demanda s'il était vrai que Gaiaxian était son oncle. Feng sourit et dit que c'était presque. Liao et son ami ont vu que Feng et Tang étaient sortis du bureau du principal sans aucune punition. Liao était furieux et a dit qu'il devrait le dire à Wang. Après l'école, Tang a invité Feng chez lui pour le déjeuner, mais ils ont soudainement été arrêtés. C'était Wang et son aîné Bart Chen, ils sont venus chez lui pour se venger de l'incident d'hier. À ce moment-là, Feng a ressenti quelque chose de très mauvais. Tang était furieux. Il a dit que leur père était un grand magnate et que son père, Wang et Shen étaient responsables de la mort de sa mère et qu'ils avaient aussi cassé la jambe de son père. Soudain, Wang a éclaté de rire et a traité sa mère et son père d'inutiles. Feng a demandé à Tang de se calmer. Il a demandé à Wang ce que son grand frère attendait de lui. A répondu qu'ils étaient venus se venger de l'incident d'hier. Après tout, Shen va lui casser les jambes aujourd'hui et le rendre handicapé pour le reste de sa vie. À ce moment-là, Feng l'a de nouveau pris à la gorge et lui a demandé s'il ne se rendait pas compte à qui il s'adressait. Les amis de Wang ont commencé à l'attaquer pour aider leur ami, mais Feng l'a utilisé comme bouclier et Wang a été frappé par la batte. C'est alors que Shen a dit à tout le monde d'arrêter, car il voulait s'occuper d'eux. Il l'a attaqué en utilisant son coup de poing le plus fort appelé First Wall Kick. Mais au dernier moment, Feng l'a frappé à l'aine. Shen ne s'attendait pas à cela et est tombé à genoux en hurlant de douleur. À ce moment-là, tout le monde avait peur de lui et le traitait de véritable diable. Soudain, Shen a sorti un couteau et a voulu le tuer, mais Feng l'a frappé avec la tête de son propre frère. Feng a alors saisi son couteau et lui a dit depuis qu'il ne sait même pas comment tenir correctement un couteau dans sa main. Feng a coupé tous ses vêtements, il leur a dit qu'il n'osait pas se présenter devant lui, sinon la prochaine fois il les tuerait. Shen s'est lâchement enfui et ses amis ont pris Wang et se sont également ENF. Tang lui a dit qu'il venait juste d'humilier les membres de la famille de Wang et qu'elle pouvait revenir, mais Feng a répondu qu'il avait aussi des gens qui pouvaient. Après un certain temps, Feng est allé chez Tang. La maison était très propre mais sentait fortement l'alcool. Son père était allongé sur le canapé. Tang a dit que son père buvait presque tous les jours et qu'il faisait les poubelles, mais qu'il essayait de nettoyer l'appartement. Feng a vu la photo et a demandé si son père avait combattu pendant la guerre. A répondu que son père était un ancien militaire, mais qu'il restait maintenant ivre sur le canapé toute la journée. Feng lui a demandé de lui en dire plus sur sa famille et sur celle de Wang. Tang lui a montré un chantier de construction et lui a dit que lui et sa famille avaient l'habitude d'y vivre, mais que l'endroit avait été volé par des agents immobiliers à un prix très bas, et que cette nuit-là, plusieurs personnes étaient mortes dans le conflit. Feng lui a demandé si sa mère faisait partie de ces morts. Tang répond par l'affirmative. Son père était également présent cette nuit-là, il a donc été blessé à la jambe. Ces agents immobiliers avaient du pouvoir et de l'influence, ils ont donc résolu le conflit avec de l'argent. Tout cela a été fait par la famille Wang, Tang et son fils étant les auteurs du conflit. À ce moment-là, son père s'est réveillé et a demandé à Tang qui il avait amené dans leur maison, a répondu que c'était son nouvel ami et camarade de classe. Soudain, Feng a demandé à Tang d'aller chercher une bière car il voulait boire un verre avec son père. Tang l'a écouté et a couru jusqu'au magasin, mais à ce moment-là, Feng s'est levé et a dit qu'il voulait avoir une petite séance de combat avec lui. Le père s'est qualifié de vieil homme et a dit qu'il ne pouvait pas rivaliser avec le jeune homme. Il s'est donc allongé sur le canapé et a dit qu'il attendrait simplement que Tang apporte la bière.
Feng a dit honte pour un soldat qui était membre de la 17e division des couteaux rasoirs. L'oncle Wang a été surpris d'entendre cela et a accepté de se battre contre lui. Après un certain temps, Tan est arrivé et a vu que son père et Feng étaient mutilés. Il demanda s'il s'était battu, mais Tan n'avait pas vu son père aussi heureux depuis. Son père lui dit que son camarade de classe avait aussi été soldat, ils décidèrent donc de discuter un peu. Son père dit à son fils de préparer de la nourriture car il était de bonne humeur ce soir et il boirait avec son ami toute la nuit. Son père fut surpris que les jeunes soient si forts maintenant, mais malheureusement il n'était plus leur adversaire. Il remarqua que Feng avait de grandes compétences, il lui demanda s'il était aussi membre de l'escouade des couteaux. Wildee a répondu qu'il était au-dessus de 7. Le père ne pouvait pas le croire et a demandé s'il était vraiment un membre de l'équipe de l'épée. Mais Feng a répondu qu'il était encore un peu plus haut. Le père ne pouvait pas le croire, parce que l'escouade de l'épée est composée de soldats couteaux déjà sélectionnés, chaque épéiste peut se battre comme 10 couteaux. Seul le dernier, le meilleur parmi les épéistes, l'escouade légendaire Ultimate. Feng a dit qu'il n'en était membre que depuis quelques mois. Père était incompréhensible car il ne pouvait même pas se comparer aux épéistes et il était dans l'escouade ultime depuis quelques mois. Mais Feng était à un niveau supérieur, mais il ne voulait pas en parler car il avait peur de l'effrayer. Feng lui a demandé de parler la situation qui s'était produite entre lui et la famille Wang, et lui conseilla de se venger d'eux, sinon il resterait un ivrogne inutile. À ce moment-là, Wang s'excusa auprès de sa défunte femme, car il avait essayé toutes les options possibles, mais rien n'avait fonctionné. Fan dit qu'il était également en conflit avec la famille Wang, et qu'ils avaient maintenant des ennemis communs, mais comme Wang a des capacités limitées, il n'est pas capable de se battre seul contre la famille Wang, mais si Feng et Wang s'unissent, ils auront une chance de les vaincre. Wang demanda, surpris, s'il avait un moyen de vaincre la famille Wang. Feng a répondu que oui, mais qu'en plus d'utiliser la force brute, ils ont besoin de preuves tangibles pour écraser toute la famille D. Il a donc besoin de son aide, car s'il l'aide à trouver les preuves, il pourra s'occuper d'eux. Wang a dit qu'il pouvait facilement trouver beaucoup de preuves, et que si d'autres disaient qu'il pouvait s'occuper de la famille Wang, il ne le croirait pas, mais Feng a été membre de l'escouade des hors-la-loi, alors il a cru ses paroles. Tang se tenait devant la porte et s'est demandé de quoi il parlait. Le soir, Feng était assis à l'arrêt de bus, mais à ce moment Guetian est venu le voir. Feng lui a dit qu'il commençait à le soupçonner de le suivre, mais Guetian lui a demandé de monter dans sa voiture. Feng a demandé pourquoi un homme si puissant et si riche avait besoin de lui, après tout il n'était qu'un pauvre étudiant. Guetian a dit que cette fois il le cherchait vraiment pour le remercier d'avoir sauvé sa fille et lui a proposé d'être le garde du corps personnel de sa fille. Feng a dit qu'il était un étudiant ordinaire, et qu'il ne pouvait pas passer toute la journée avec sa fille. Guetian a dit que c'était juste pour l'anniversaire de Mei, car il a découvert qui était derrière l'attaque prépare à les éliminer, mais ces gens pourraient attaquer sa fille le jour de son anniversaire. Sa fille n'a pas aimé les gardes du corps qu'il proposait, alors elle a décidé de le trouver. Guetian a sorti une enveloppe et lui a dit d'être sûr donc tout cela. Feng a ouvert l'enveloppe et il y avait 100 000 yuan et tout ce qu'il avait à faire était de passer son anniversaire avec sa fille. Feng a dit que ce n'était pas pour l'argent car il n'avait aucune raison de refuser. Guetian l'a laissé à l'arrêt de bus et lui a dit qu'il avait d'autres choses. Feng était incroyablement heureux parce qu'avec cet argent, il n'aurait plus à se soucier de payer le loyer pendant quelques mois. Quand il est rentré chez lui, il a vu que Jun s'était changé en robe de chambre et faisait une cérémonie du thé. Il a demandé quel genre de cosplay c'était. Elle a répondu que ce n'était pas un cosplay et qu'elle ne l'avait pas invité à boire du thé avec elle, mais Feng a dit qu'il connaissait un peu le. Il a décidé d'essayer et a reconnu le type de thé, mais lui a demandé pourquoi elle n'avait pas la bonne température pour le thé, mais elle lui a pris la tasse et lui a dit de ne pas dire cela. Feng s'est moqué d'elle et a dit que maintenant elle ne ressemblait plus à une princesse des glaces, mais à une petite fille. Elle a dit qu'il avait raison et qu'elle aimait juste faire des cérémonies du thé. Le vieil homme lui enseignait, mais il lui a dit qu'elle n'avait pas de talent. Feng a dit que ce n'était pas une question de talent, c'était une question de sentiment, dit impoli et lui a proposé de boire le thé qu'il s'apprêtait à lui préparer. Après quelques minutes, il a fait infuser le thé et lui a proposé de le boire. Elle l'a goûté et a été très surprise, car cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas bu un thé aussi délicieux. Feng a dit qu'il n'était pas un maître, mais son thé manquait de sincérité et il lui dit qu'elle se débrouillerait bien.
Elle lui dit qu'il n'était pas comme un étudiant ordinaire et qu'elle voulait discuter de quelque chose avec lui. Mais Feng dit qu'il n'était pas intéressé à discuter des problèmes personnels de son professeur et lui souhaita bonne nuit. Mais elle lui demanda d'arrêter, elle voulait qu'il l'aide. Jun lui a proposé d'être son petit ami pour demain soir. Il lui a demandé d'arrêter de plaisanter car il n'était qu'un écolier et ce ne serait pas très gentil. Jun a dit que c'était juste pour demain soir car elle devait voir un homme aimait pas et qu'elle voulait qu'il l'aide dans cette situation. Feng ne pouvait pas lui refuser et il a dû accepter. Il est sorti pour se remettre de cette conversation, mais à ce moment-là, il a entendu des cris d'appel à l'aide, une femme criant que son enfant venait. Feng a couru pour aider et a sauté par-dessus une petite rivière. Un des bandits l'a vu et a averti tout le monde que quelqu'un venait de sauter par-dessus la rivière et courait vers eux. Ils ont commencé à courir vers la voiture, mais Feng est arrivé à temps et a frappé l'un des. Un autre bandit avait un enfant kidnappé, il s'est exclamé avec colère comment osait-il se mêler de leurs affaires. À ce moment-là, le chauffeur lui a dit de monter immédiatement dans la voiture. Mais Feng s'est précipité sur lui à une vitesse incroyable et lui a donné un coup de genou sous la portière. Quelques minutes plus tard, la police est arrivée et a demandé à la victime si elle pouvait décrire la personne qui avait fait tout cela. Femme a dit qu'elle ne l'avait pas bien vu, mais qu'il était bon et qu'il avait sauvé son enfant. Il a dit au vieil homme que le coupable était déjà parti. Le vieil homme a dit qu'il savait déjà qui avait fait ça, car parmi toutes les personnes qu'il connaissait, il n'y en avait qu'une qui avait un tel pouvoir destructeur. Le lendemain, Feng est venu à l'école et Tan lui a demandé, surpris, de quoi il avait parlé avec son père, parce qu'après leur conversation, son père a arrêté de boire et a commencé à s'entraîner. À ce moment-là, Jun a entendu les conversations et leur a dit de ne pas parler pendant les cours. Feng lui a fait un clin d'œil et elle a été très timide. Feng a dit que Jun était la meilleure étudiante de l'université de Zhejiang, elle a dû avoir beaucoup de garçons qui la courtisaient. Tang a demandé avec surprise s'il était vraiment tombé amoureux d'elle après tout, elle a beaucoup d'admirateurs secrets à l'école, et il devra faire la queue juste pour rêver d'elle. À ce moment-là, elle s'est sentie mal à l'aise et a commencé à ajuster. Le soir, il est rentré à la maison et elle lui a donné des vêtements de marque. Feng lui a demandé combien coûtaient ses vêtements, mais elle lui a dit de ne pas poser une telle question et de se contenter de se changer en silence. Après 10 minutes, il s'est changé et a été surpris de constater qu'il ne lui avait même pas dit sa taille, mais qu'elle correspondait parfaitement à. Jun était embarrassée lorsqu'elle l'a vu en costume, elle lui a dit qu'il serait présenté comme un diplômé d'Harvard, avec sa propre entreprise et un salaire annuel d'1 million, elle lui a dit de mémoriser sa nouvelle identité. Après 2 heures, elle était prête. Jun portait une robe fantaisie, Feng a été surpris de la voir car elle porte des vêtements strictement fermés à l'école. Ils sont sortis et Feng voulait appeler un taxi, elle lui a dit qu'il était maintenant un entrepreneur avec un salaire d'1 million devrait avoir sa propre voiture. C'est pourquoi elle lui a loué une voiture de sport. Ils sont montés dans la voiture et Feng a appelé son professeur et voulait lui poser une question, mais à ce moment-là, elle lui a dit de ne pas appeler son professeur parce qu'elle s'appelait Xiao. Feng a demandé qui était l'homme qu'elle détestait tant. Xiao a dit qu'il était son fiancé, ses parents l'ont trouvé, il voulait la marier à un homme riche. Ils sont arrivés au port et il y avait un yacht, Feng a été surpris et a dit que l'homme était vraiment très riche, mais Xiao a dit qu'il le louait juste. Elle lui a pris la main et les domestiques lui ont dit que son fiancé l'attendait au 3e étage, ils lui ont demandé qui était à côté d'elle. Xiao a répondu que c'était son petit ami et s'est dirigé en silence vers le yacht. Feng a appris que ce type faisait partie de la famille de Situ à Pékin, il a entendu dire qu'elle était satisfaite de sa taille et que personne n'osait s'opposer à eux à Pékin. Xiao lui a demandé comment il savait cela, Feng a dit qu'il l'avait entendu de la bouche du vendeur de légumes en bas de chez lui. Mais Xiao a dit qu'un vendeur normal ne pouvait pas être au courant. À ce moment-là, ce type est venu les voir avec un bouquet de fleurs, il a dit qu'il l'attendait depuis. Mais elle les a refusées et a dit qu'elle n'aimait pas les. Il a jeté les fleurs et a demandé pourquoi elle avait quitté Pékin et a dit qu'il avait l'air encore plus beau depuis leur dernière rencontre. Monsieur Situ les a invités à un somptueux dîner, car ils ont mangé des steaks de bœuf dont la viande avait été apportée de l'étranger. Xiao a voulu refuser, mais Feng lui a dit qu'il était impoli de refuser un dîner. Situ l'a vu lui tenir la main et lui a demandé avec colère Kyo garde de le jeter dehors immédiatement. No Xiao lui a demandé de se calmer et a dit que Feng était son petit ami, mais Situ était très en colère, il a dit qu'il avait vraiment décidé de voler sa petite amie et a demandé.
Feng a saisi ça et lui a dit de surveiller son langage, en disant qu'il enverrait son corps à son frère nommé Micheng. Situ a demandé comment il connaissait. Feng lui répond qu'il l'a appris par le vendeur de légumes en bas de chez lui et lui demande de s'excuser immédiatement. Situ est très effrayé, il ne comprend pas qui il est et pourquoi il ose parler de manière aussi irrespectueuse à un membre de la famille de Situ. C'est alors qu'un homme s'approche de Situ et s'adresse à lui en lui disant qu'il doit lui montrer du respect car si Feng n'avait pas connu son frère dans le passé, Situ serait mort. L'homme c'est Ave, le grand-père du professeur. Il a dit qu'il était venu ici pour rencontrer sa petite fille, mais qu'il ne s'attendait pas à rencontrer Feng. Il s'est approché de lui et a dit que cela faisait longtemps qu'il ne s'était pas vu. Xiao lui a demandé quand il était venu et comment il connaissait. Grand-père dit qu'il le connaissait plus qu'eux. Il dit qu'après la disparition de Feng, ils l'ont cherché pendant 2 ans, mais que par un grand hasard, ils se sont rencontrés ici. Feng lui demanda pourquoi il le cherchait, après tout, il était censé réparer cette injustice, pas le rechercher. Grand-père dit qu'ils ont essayé de le faire, ils ont envoyé des gens des dizaines de centaines mais ils n'ont jamais pu trouver le corps. Feng dit qu'aucun loup, aucun tigre, aucune panthère, aucune bête n'aurait dû les arrêter, et que la seule chose qui comptait pour lui était le fait qu'il n'ait pas trouvé le corps. Xiao demande à grand-père avec surprise, de quoi parle-t-il au juste? Mais Feng lui a demandé d'oublier, il a dit qu'il ne pouvait plus l'aider et qu'il allait partir. Grand-père s'est exclamé qu'après son départ, le pavillon Xuanyuan n'était plus populaire et que même les 20 meilleurs maîtres l'avaient quitté, c'est pourquoi tout le monde attend. Feng a dit qu'il n'était pas omnipotent et qu'il ne reviendrait pas, il n'est plus qu'un col. Il était sur le point de partir, mais son grand-père lui a demandé de s'arrêter, sans se soucier d'eux. Soudain, un homme l'a arrêté et lui a demandé s'il n'entendait pas ce que lui disait son grand-père. Feng lui a répondu qu'il n'était pas son rival et qu'il n'était pas. L'homme lui a saisi l'épaule et l'a traité d'arrogant. Mais à ce moment-là, Feng lui a saisi la main et lui a donné un coup de poing dans l'estomac, qui l'a fait voler contre le mur. Xiao n'a pas compris ce qui se passait ici et a demandé à tout le monde d'arrêter mais l'homme ne voulait pas s'arrêter, il l'a attaqué, mais Feng a esquivé et l'a frappé à nouveau. L'homme s'est excusé auprès de son grand-père d'avoir perdu contre lui, mais son grand-père lui a demandé de ne pas s'en vouloir car il a été vaincu par un homme inhabituel. Après tout, il a perdu contre le soldat le plus fort de Chine, meilleur soldat du monde, 100, et le meilleur tueur, 3, le surnom de Feng est King. Feng est allé dans une boîte de nuit et a bu de l'alcool, il a commencé à se rappeler comment il fuyait les adversaires avec sa petite amie, mais quand ils ont couru vers la falaise, elle est tombée et Feng n'a pas pu la sauver. Soudain, une fille est passée à côté de lui et a accidentellement touché sa main ce qui a amené Feng à se renverser de l'alcool sur. Elle s'est excusée et a dit qu'elle l'avait fait accidentellement. Feng a dit que ce n'était pas grave et a demandé s'il y avait quelque chose qu'il pouvait faire pour l'aider. Mais à ce moment-là, elle s'est penchée vers lui et Feng n'a pas réalisé ce qu'elle allait faire. Il lui a demandé de prendre son temps et lui a proposé de parler et d'apprendre à se connaître. Mais elle lui a demandé de se taire car elle avait des ennuis. À ce moment-là, des hommes sont entrés dans le club, le meneur leur a dit comment ils pouvaient ne pas remarquer que la fille avait disparu. Ils essayaient de la retrouver comme si elle s'était enfuie, aurait encore plus d'ennuis. Après un moment, ils sont partis et Feng lui a dit qu'elle pouvait sortir. Elle l'a remercié pour son aide et s'est excusée d'avoir sali ses vêtements. Feng était contrarié car il pensait avoir rencontré l'élu, mais ce n'était qu'une rencontre passagère. Après 10 minutes, ces hommes l'ont attrapé demander une vidéo, mais la jeune fille leur a dit qu'elle n'avait rien filmé. Ils sont passés devant Feng et elle lui a demandé d'appeler la police de toute urgence. Un voyou s'est approché de lui et lui a dit qu'il ferait mieux d'oublier ce qu'il venait de voir, sinon il ne pourrait plus rien voir du tout. En s'éloignant, il a dit t'ose pas provoquer le clan du renard noir. En entendant le clan du renard noir, Feng était furieux et s'est mis à se taper la tête sur la table. Tout le monde était choqué et ne comprenait pas pourquoi Feng avait fait ça. Feng était très en colère parce qu'il avait trop souvent entendu parler du clan du renard noir ces derniers temps. Le chef s'est approché de lui et lui a demandé d'où il venait et s'il savait de quel club. Les visiteurs le reconnurent, il était connu sous le surnom de Cyclope, mais l'un d'entre eux demanda qui était Cyclope. Il dit que dans le gang des 4 renards, il y a 4 maîtres célèbres, un grand requin blanc, un chien noir, un tigre fou et Cyclope. Ils ont tous des traits distinctifs, chacun est violent et fort,
et ils ont tous des gens puissants derrière eux. Cyclope dit que quand quelqu'un vient dans leur club pour faire des affaires ou juste pour boire un verre, ils le considèrent comme leur frère, mais quand les visiteurs lui causent des problèmes, ils ne peuvent pas rester. Il lui demanda comment il s'appelait. Feng a répondu qu'il s'appelait Shérif Chat Noir et leur a dit de lever les mains. On a dit à Cyclope qu'il avait simplement trop bu, il a répondu qu'ils avaient une réputation et qu'il ne serait pas bon de la ruiner à cause de gens comme lui. Cyclope a dit que s'il n'aimait pas le service, il pouvait exprimer son opinion dans le livre, désolé. Feng a dit qu'il n'irait nulle part et il va d'abord s'occuper de cette fille parce qu'il veut l'emmener avec lui. Cyclope a dit que cette fille venait de filmer leurs négociations confidentielles et que si elle ne leur rendait pas la vidéo, il ne pourrait pas la laisser partir. Feng a dit qu'elle lui avait donné une sorte de clé USB avec la vidéo mais il a essayé de la trouver et a dit qu'il l'avait perdue. Les bandits lui ont dit de trouver la clé USB immédiatement. Mais à ce moment-là, Feng les a regardés avec un regard terrible qui a laissé les bandits dans un état de stupeur. Feng les a traités d'ordures qui ont osé faire du mal à une fille sans défense, il a dit que les ordures seront toujours des ordures et qu'ils ne le cacheront pas en inventant des noms différents pour les gangs et les clans. Tout le monde a été choqué par son audace alors qu'il venait de traiter le gang du Renard Noir d'ordures. L'un des bandits a dit, « Comment ose-t-il provoquer le gang du Renard Noir, cherche-t-il à le tuer ?» Feng répondit qu'il cherchait sa mort et leur demanda d'essayer de le tuer. Mais le bandit avait peur de lui et disait cela juste pour avoir l'air cool. Il n'avait plus d'alcool et demanda au baron d'en verser davantage. C'est alors que Cyclope se proposa de le tuer, car Feng était très ivre. Cyclope n'a pas bougé, car aucun d'entre eux ne serait capable de vaincre. Après tout, sans grande capacité, il n'y aurait pas de grande confiance, et il en a suffisamment pour les défier tous. Mais s'il le provoque, il ne peut pas refuser car il est leur chef et doit défendre l'honneur du Black Fox Gang. Cyclope a dit qu'il était célèbre pour ses fléchettes et que si Feng pouvait esquiver ses fléchettes, alors il le laisserait partir avec la fille. En fait, c'est la technique secrète de Cyclope, on dit qu'il peut tuer un homme avec une fléchette que même les gens ne remarqueraient pas. Mais à ce moment-là, la fille lui a demandé d'arrêter puisque Feng n'avait rien à voir avec ça, elle était prête à leur donner la vidéo pour qu'il le laisse partir. Feng a dit qu'il avait accepté son offre car il voulait voir s'il pouvait esquiver ses fléchettes. Cyclope a réfléchi pendant un moment, car Feng aurait dû le remercier voir ses talents de Cyclope. Après tout, pour maîtriser cette technique, il s'était aveuglé d'un œil et maintenant son lancer était plus rapide qu'une balle et personne ne pouvait l'esquiver. C'est alors qu'on versa du vin à Feng et qu'il commença à boire. Cyclope s'est rendu compte que c'était le moment idéal pour lancer. La fille l'a traité de vieux méchant parce qu'il a commencé à attaquer à un moment où Feng n'était pas prêt. Cyclope a dit que si Feng pouvait esquiver la première fléchette, il lancerait les deux autres de façon à ce que, quel que soit l'endroit où il esquiverait, l'une des fléchettes le tuerait. Mais à ce moment-là, Feng n'allait pas esquiver, il les a toutes attrapées avec son verre. Feng était surpris car il n'avait vraiment pas remarqué d'où venait la quatrième fléchette. Cyclope et sa bande restaient là, perplexes, mais la fille était heureuse qu'il ait réussi. Feng a compris que tout était fini et lui a demandé de partir. Mais à ce moment-là, Cyclope a dit à tout le monde de rester. Il a reconnu sa force car il avait attrapé les 4 fléchettes et pouvait donc partir, mais la fille a dû esquiver elle aussi pour qu'elle aussi puisse partir. La fille a dit que maintenant qu'elle avait un frère pour la protéger, elle n'avait plus peur de personne. Après tout, Cyclope est aveugle d'un œil, mais la force de son frère devrait être. Feng a réfléchi à ces paroles parce qu'elles avaient du sens, parce que si Cyclope n'a qu'un œil mais qu'il ne peut pas voir avec, alors il devrait être privé de son autre. Feng a lancé une fléchette et a frappé Cyclope dans son autre œil. Cyclope a crié de douleur et a dit à tout le monde de l'entourer et d'appeler tout le monde pour tuer Feng. La fille lui dit qu'il y avait trop de bandits et qu'il devait s'enfuir. Feng dit joyeusement qu'il attendait cela et lui dit de se cacher immédiatement pour qu'elle ne le dérange pas jusqu'à ce que. Après quelques minutes, Feng put s'occuper seul des 30 bandits. Le Cyclope s'exclama que ce n'était pas grave parce qu'aujourd'hui il n'avait vaincu que le plus faible des 4 grands maîtres de la bande du Renard Noir, autres viendront le venger. Feng l'a remercié pour l'avertissement, mais il n'aime pas être menacé, d'ailleurs il est toujours prêt à se battre contre ses grands maîtres. Feng est parti et le Cyclope a dit à son assistant de rapporter toute la situation immédiatement pour que les grands maîtres tuent Feng. Il marchait dans la rue et la fille du club lui a demandé de s'arrêter. Feng lui a dit qu'elle n'était pas en danger maintenant,
Alors pourquoi l'a-t-elle suivi? S'appelait Tseng et qu'elle voulait le rencontrer, elle a dit qu'elle était journaliste stagiaire à Yangshen News. Feng a compris pourquoi elle avait enregistré les conversations du gang sur les vols et pourquoi il la poursuivait. Tseng a dit qu'elle obtiendrait des preuves et que cette fois, tout le gang irait en prison. Mais Feng lui a dit qu'elle était très naïve. Elle a demandé pourquoi. Il lui a répondu qu'elle pensait vraiment qu'un groupe aussi important et puissant irait en prison à cause de quelques preuves. Il lui a conseillé d'oublier ce travail et de quitter la ville, sinon elle pourrait oublier une vie tranquille. Il est monté dans sa voiture, est parti et a dit qu'il se reverrait peut-être, mais elle lui a dit de laisser son numéro de téléphone. Mais il l'a ignoré, elle était très hallucinée et n'allait pas quitter ce travail, et a promis de mettre tous les membres de ce groupe en prison. Le matin, Cyclope est venu voir le patron, lui dit qu'il l'a laissé tomber et qu'il a perdu le visage du gang du renard noir. Le patron demande une explication. Cyclope dit qu'il est peut-être plus faible que tous les autres grands maîtres, mais que ce type est incroyable et qu'il n'a jamais rencontré quelqu'un comme lui. À ce moment-là, le grand maître surnommé Requin Blanc entre, le patron lui demande s'il a appris quelque chose. Il répondit que la fille s'appelait Ken, qu'elle était journaliste stagiaire à Yangshen News, et que ce type s'appelait Feng, qu'il avait été transféré au lycée et qu'il se heurtait souvent à leur gang. Crazy Tiger l'avait reconnu, car il avait récemment entendu dire que Feng avait vaincu Wang Shen en quelques coups de poing, et il demanda au patron de délaisser. White Shark lui a dit qu'il avait entendu dire que son frère avait d'abord provoqué Feng, et qu'après avoir été battu, il avait couru vers les renards noirs, et qu'ensuite, quand les renards noirs et lui ont été battus à nouveau, il s'est lâchement enfui. Et maintenant, Feng est venu les voir et a provoqué son ami, et maintenant il veut prendre les gars et se venger de lui. White Shark lui a demandé s'il voulait se venger de leur gang ou de sa famille. Tigre Fou s'est mis en colère contre lui et le requin blanc a proposé de se battre. Mais le patron les a arrêtés et a laissé le tigre s'occuper de lui en lui disant de faire place nette, car un homme comme Feng est dangereux pour eux et s'il le faut, il ne ménagera pas ses efforts pour le tuer. Feng est rentré à la maison et a vu que Jun s'était endormie sur le canapé, il s'est inquiété pour elle et a voulu la couvrir de sa veste pour qu'elle n'attrape pas froid. Mais elle a eu peur de lui et l'a giflé. Feng a demandé avec surprise, comment avait-elle autant de force? Dit qu'elle ne l'avait pas fait exprès, car elle ne savait pas qu'il rentrerait si tard et qu'il lui ferait très peur. Feng a dit qu'il avait garé la voiture dehors et qu'il voulait aller se coucher. Mais elle l'a arrêté et s'est excusée pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Elle ne savait pas ce qui s'était passé entre lui et son grand-père, et elle ne savait pas pourquoi son grand-père était venu là. Elle a supposé qu'ils se connaissaient tous les deux depuis longtemps, et son grand-père l'appelait le roi qui a secoué le monde. Feng a dit, comment un roi peut-il devenir une personne aussi pauvre, et elle était plus apte à être un roi. Elle lui a demandé pourquoi il avait transféré au lycée. Et comment fait-il pour connaître des gens de Pékin et lui demander qui il est vraiment? Feng lui demanda pourquoi elle ne le croyait pas, parce qu'il lui avait dit qu'il n'était qu'un simple collégien. Le lendemain, Feng se rendit à la fête d'anniversaire de Vivi, il fut accueilli dans leur maison par un majordome nommé Dongbo, qui lui dit qu'il avait été prévenu de sa venue. Mais Dongbo réfléchit, car s'il osait entrer dans la chambre de la dame, il ne quitterait plus jamais cette maison. Feng demanda où se trouvait maintenant Monsieur Guetian répondit que Monsieur Guetian était déjà parti en voyage d'affaires. À ce moment-là, Monsieur Bao entra, le majordome le salua joyeusement car il pensait qu'il était un bon admirateur de Mademoiselle Vivi, il pensait qu'il allait certainement déranger Feng. Bao dit qu'il était venu tôt aujourd'hui car c'était l'anniversaire de Vivi et qu'il avait préparé un grand cadeau. Il dit que Feng avait l'air minable et demanda quel genre de cadeau il avait préparé pour Vivi. Entrée et était très heureuse de voir Feng. Bao lui a dit qu'elle avait l'air incroyable aujourd'hui, Feng a dit qu'il ne pouvait pas s'empêcher de venir à accent grave Mademoiselle Vivi. Mais Vivi lui a demandé de ne plus l'appeler ainsi. Bao était heureux de déjà mal à l'aise avec Feng. Bao lui a offert un piano qu'il avait spécialement fait venir de l'étranger pour plusieurs millions de yuan, car elle avait récemment dit qu'elle voulait apprendre à jouer du piano. Feng lui a offert à son tour des crêpes avec du lait. Bao s'est moqué de lui car Feng a apporté de la nourriture achetée dans la rue. Mais Vivi a dit qu'elle aimait vraiment les crêpes au lait et qu'elle aimait son cadeau. Après un moment, Vivi est montée dans la chambre, elle ne comprenait pas pourquoi elle avait pris un cadeau de lui alors qu'elle n'aimait même pas la nourriture de la rue, elle se demandait ce qu'il pensait d'elle, mais ce sentiment lui faisait plaisir. À ce moment-là, Feng et Bao étaient assis dans le salon, Bao s'est présenté à nouveau et a dit, « C'est-il qui ?»
Feng dit qu'il connaît son grand-père et lui demande s'il est le petit-fils de Jiaoji, n'est-ce pas? Bao dit que le nom de son grand-père est en fait Yuan, et non Jiaojing. Dongbo dit que ce n'est pas grave que Feng ne connaisse pas Monsieur Bao, il fait partie des 8 personnes d'élite de Yangshen, elles sont toutes talentueuses et riches, et seules les personnes haut placées les connaissent. Par exemple, le talent de Monsieur Bao est la musique, en particulier le piano, il a gagné de nombreux prix pour cela et on l'appelle le meilleur joueur. À ce moment-là, une fille est entrée et a demandé de quoi ils étaient en train de parler. Elle a dit au majordome qu'ils ne s'étaient pas vus depuis. Dimbo n'en croyait pas ses yeux, car elle s'appelait Bei et il ne l'avait pas vue depuis plus de 10 ans. Il a dit qu'il monterait tout de suite à l'étage et qu'il la préviendrait. Bao a dit, pourquoi ne savait-il pas que Vivi avait une telle amie? Soudain, elle s'est jetée sur lui et a voulu lui donner un coup de pied au visage, mais au dernier moment, elle s'est arrêtée, l'a traité de gros et a demandé s'il aimait tout savoir sur Vivi. Feng fut surpris car ses attaques étaient assez rapides. Elle lui demanda alors s'il aimait aussi savoir des choses. Mais Feng lui répondit qu'il ne savait pas grand-chose de Vivi. Vivi descendit et ne put imaginer qu'elle reviendrait aujourd'hui pour son anniversaire. Bei lui dit qu'en 10 ans, elle était devenue une vraie Miss. Vivi dit qu'elle ne s'était pas vue depuis l'école primaire et qu'elles étaient les meilleures amies du monde, mais que soudain elle était partie à l'étranger. Bei a dit qu'elle n'était plus une lady car elle avait étudié la boxe à l'étranger et qu'elle était revenue en Chine juste pour lui souhaiter. Bei avait déjà entendu parler d'elle qui lui était arrivé et lui avait dit qu'aujourd'hui elle serait son garde du corps. Vivi en était très heureuse car son père lui avait dit de ne pas quitter la maison, mais dans ce cas, elle pourrait aller au centre commercial sans avoir peur de rien. Vivi a suggéré à Feng de les accompagner mais Bei a dit qu'elle avait une moto à 2 places et qu'il ne rentrerait pas. Feng a dit qu'il pourrait les suivre dans la voiture de Bao, mais Bao s'est exclamé avec indignation qu'il n'était pas chauffeur de taxi. Feng a demandé s'il ne voulait pas aller faire du shopping avec Vivi a répondu que. Ils sont montés dans la voiture et Feng lui a demandé de conduire plus vite car il risquait de les perdre. Bao a demandé avec indignation pourquoi il devait être son chauffeur, Feng lui suggère alors de conduire, mais Bao l'ignore. Ils arrivent au marché et Bei dit à Vivi que tous les gens et les passants admirent sa beauté, Vivi devient timide et lui dit qu'elle sait comment complimenter. Feng dit que Vivi et Bei dépensent l'argent de Monsieur Guetian si facilement. Mais Bao lui dit de se taire et lui demande pourquoi il lui fait faire tout le travail le plus difficile. Lui a répondu qu'il n'avait pas encore réalisé toute la situation, s'il veut se promener dans le magasin avec Vivi, c'est bien mieux que de jouer du piano pour elle. Bao a demandé, surpris, s'il pensait vraiment cela. Feng dit que Vivi a été bien lotie et habituée au luxe depuis sa naissance, et pense-t-il vraiment qu'elle peut être surprise en jouant du piano, mais son père est toujours occupé par les affaires, il ne passe guère de temps avec elle, ce dont elle a besoin maintenant, c'est d'une main masculine grande et forte pour porter ses sacs de course. Et maintenant qu'il le fait, elle va certainement tomber amoureuse. Bao était incroyablement heureuse et le croyait. Ils ont fait du shopping pendant un long moment et après un certain temps Vivi a eu faim. Après un certain temps, ils sont arrivés dans un café et ont mangé une crème glacée. La complimenta et Vivi dit en plaisantant que Bei s'était transformée en lesbienne pendant qu'elle était à l'étranger. Bei dit que si c'était vraiment vrai, elle serait beaucoup plus douce que ses maudits gars. Bao se mit en colère contre elle et lui demanda avec colère qui elle venait de traiter de diable. Feng lui a demandé de se calmer et de réfléchir, car Bei dit probablement de mauvaises choses juste pour se rapprocher de Vivi, et s'il tombe dans le piège de ses provocations, il perdra. Puisque c'est le moment critique et qu'il est temps de se montrer. A dit, pense-t-il que c'est tout ce qu'il peut faire, c'est facile pour lui. Bao s'est exclamé, si Vivi aime manger du steak dans ce restaurant, alors il est prêt à acheter le restaurant et à le donner à Vivi. Vivi l'a remercié pour sa générosité mais elle a dit qu'elle ne mangeait pas souvent de steak. Bao était incroyablement heureuse alors qu'elle le remerciait pour la première fois. À ce moment-là, un serveur est passé près d'eux et a pris un couteau, mais Bei lui a soudainement jeté le couteau et a voulu tuer le serveur parce qu'elle pensait qu'il voulait tuer Vivi. Mais soudain, son couteau s'est retrouvé au plafond, cloué par une fourchette. Il s'est avéré que le serveur n'avait pas l'intention de tuer Vivi, il avait simplement oublié de poser le couteau sur une table voisine. Bei a été surprise de demander à Feng, c'est lui qui l'a fait, comme il avait non seulement prévu qu'elle lancerait le couteau, mais qu'il avait aussi lancé la fourchette pour que son couteau change de trajectoire. Feng a répondu qu'elle avait juste besoin de se détendre,
car le manque de concentration engendre des erreurs, et ce n'est pas parce qu'ils ont pu tuer un serveur innocent. Bui a eu peur et lui a demandé qui il était. Feng a répondu qu'il n'était que le camarade de classe de Vivi, et qu'est-ce qui la surprenait tant? Mais Bui ne l'a pas cru. Vivi a dit que Feng était extraordinaire parce que c'était lui qui l'avait sauvé de l'enlèvement. Feng a dit que c'était vrai et a annoncé qu'aujourd'hui il était son garde du corps. Après le restaurant, ils sont allés au parc et ont passé un bon moment à faire des tours de manège. Vivi était très heureuse, jamais autant amusée auparavant. Vivi voulait aller aux toilettes et B lui a proposé de l'accompagner. Une fois aux toilettes, B commençait à envoyer des messages sur son téléphone. On lui a répondu que c'était une erreur idiote car elle avait presque révélé sa véritable identité. B s'est excusée et a envoyé un message disant qu'elle pensait que c'était le tueur qui voulait toucher la prime sur la tête de Vivi. On lui a envoyé un message que la prime est vraiment alléchante et que de nombreux assassins s'y sont attaqués, qu'elle devrait donc accélérer et ne laisser aucune chance aux autres assassins. B a répondu qu'il ne lui avait pas dit qu'il y aurait un maître fort avec un pouvoir incroyable près de la cible et qu'il interférait avec son plan. Lui trouverait une autre personne et qu'elle l'aiderait secrètement, que son employeur leur avait clairement fait que Vivi devait être tuée aujourd'hui ou qu'il n'y aurait pas de récompense. B éteint son téléphone et l'a jeté à la poubelle. À ce moment-là, Feng est entré dans les toilettes des filles et toutes les filles lui ont dit d'appeler la police. Feng a dit qu'il était garde du corps et que là où Vivi se trouvait, il devrait être là. Bui s'est demandé s'il savait qui elle était et s'il la suivait exprès ou s'agit-il simplement d'un pervers qui profite de l'occasion pour se faufiler dans les toilettes pour dames. Quelques minutes plus tard, ils rentrent chez eux et Vivi la remercie pour cette journée. En arrivant à la maison, le majordome dit que ses parents étaient de retour et qu'il préparait un gâteau spécialement pour elle. Vivi était heureuse et demanda à Bui et Feng de l'attendre pendant qu'elle se changeait. Laissé seul, Feng dit qu'il avait de la peine pour Vivi. Bui demanda ce qu'il voulait dire. Répondit qu'une fille aussi jeune et belle était constamment la cible de complots impitoyables, et qu'elle aurait pu être aussi heureuse chaque jour qu'elle l'est aujourd'hui. Feng appelait Vivi un ange au sourire innocent, mais aujourd'hui, quelqu'un voulait détruire ce sourire innocent de la bouche de Bui, quelqu'un a voulu détruire le sourire innocent d'eux. Et ce quelqu'un est son meilleur ami, c'est tellement malheureux. Feng lui a dit d'arrêter de faire semblant et ça n'a plus de sens, en plus elle a vu ses capacités. Elle a demandé, est-ce qu'il pense vraiment qu'il peut l'arrêter? Feng dit qu'il est surpris, peut-être qu'elle veut le tester? Inattendu, Feng lui a dit de se détendre, parce qu'il était aussi un assassin, et maintenant il s'est déjà retiré de ce business. De plus, Guetian le paye 100 000 yuan pour protéger Vivi.